Imaginez-vous un petit village fleuri, un vieux château de pierre, des collines, une forêt abondante, des grottes, des cavernes, le tout bercé par des contes et légendes de dragons et de créatures fantastiques. Bon alors c'est pas forcément la meilleure description que je peux vous faire pour vous parler de Sonobe, qui signifie bout de jardin dans la langue du pays du soleil levant, mais si je vous en parle, c'est parce que c'est là-bas qu'est né l'un des grands noms, si ce n'est le plus grand nom du jeu vidéo, Shigeru Miyamoto. L'homme derrière Mario, Zelda ou encore Star Fox, F-Zero et les Pikmin, sans oublier son premier succès, Donkey Kong, Shigeru Miyamoto a fêté le 16 novembre dernier ses 70 ans. Si je n'ai pu sortir la vidéo pour cette date, j'espère que cette rétrospective de sa vie, de son enfance à ses premières créations, jusqu'à sa dernière apparition, vous permettra d'en apprendre plus sur l'homme et sur le génie de cet homme. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à la chaîne, à lâcher votre petit pouce bleu et dites-moi en commentaire votre jeu préféré de Miyamoto. Nous sommes donc le 16 novembre 1952 dans la petite ville de Sonobe, située dans les terres du Kansai. C'est ici que va naître Shigeru Miyamoto, fils de Lijake Miyamoto et de Hinako Haruha. Il est le deuxième des 3 enfants du couple, qui vit à cette époque chez les parents de Lijake Miyamoto. Ses parents sont enseignants et sont plutôt pauvres. Miyamoto recevra une éducation aimante dans le respect des anciens et de la nature. Et ça, c'est important pour la suite, car si au début de sa vie, Miyamoto est un jeune garçon ordinaire qui joue aux billes ou tape dans des canettes, à 6 ans, il va manifester sa première passion, le dessin. Son professeur de primaire le félicitera même pour ses dessins, sa mère également l'encouragera à laisser libre cours à son imagination et fera aussi en sorte qu'il ne reste pas trop enfermé. Le jeune Miyamoto ne se fait pas prier pour sortir explorer Sonobe, qui, aux yeux d'un enfant, fait office de gigantesque parc de jeux, des collines verdoyantes avec un ancien château, des grottes et j'en passe. La faune et la flore qu'il croise lors de ses différentes balades avec ses amis seront une grande source d'inspiration lors de la création des différents univers de ces jeux. Il avouera d'ailleurs dans une interview revenir une fois par mois se ressourcer dans ces magnifiques paysages. C'est un enfant bourré d'imagination. Depuis que je suis enfant, à la maison, j'ai toujours aimé jouer à fabriquer des cabanes et m'amuser à y rentrer et en sortir. Car oui, une des particularités de Sonobe, ce sont toutes les cavernes et grottes, pour la majorité aujourd'hui disparues, dans lesquelles le jeune Shigeru aura peur de rentrer pendant un long moment avant de finalement oser s'y aventurer et s'inventer toutes sortes d'aventures, les prémices de The Legend of Zelda. Il le dira lui-même, l'imagination a toujours été mon jouet préféré. Petite parenthèse en parlant de Zelda, sachez que dans sa jeunesse, un typhon, ou comme on dit localement un taifu, a ravagé la région du Kansai le 29 et 30 août 1961, qui a fait quand même 6 morts. Il inspirera Miyamoto pour l'introduction de The Legend of Zelda Link's Awakening. Je l'ai pas forcément encore précisé, mais Miyamoto grandit dans le Japon d'après-guerre qui se reconstruit petit à petit. Et même si au milieu des années 50, le Japon va retrouver son niveau économique d'avant-guerre, tout ça arrivera bien plus tard pour le jeune Miyamoto, mais qu'importe, le manque ne fait que stimuler son inventivité. Son grand-père, qui était menuisier, va lui apprendre rapidement le travail du bois, et Miyamoto commencera à fabriquer ses propres jouets, à personnaliser un ukulélé que ses parents lui ont offert, ou encore, avec l'aide de son grand-père, un jeu de conduite à l'aide d'un volant et d'une ceinture. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans qu'il découvrira la télévision, il y découvre Walt Disney, Popeye, ou encore des émissions japonaises avec des marionnettes, et grâce à l'enseignement légué par son grand-père, il se fabriquera ses propres marionnettes. D'ailleurs, nouvelle parenthèse, Miyamoto avouera à demi-mot s'être inspiré d'une marionnette de Yokori Yotan Jima pour le personnage de Mario. J'étais très fan du personnage de Don Kabosho. D'ailleurs, lui aussi était moustachu, alors peut-être m'a-t-il inconsciemment influencé quand j'ai créé Mario. Miyamoto découvrira aussi les mangas vers ses 12 ans. Il a tellement une boulimie de lecture que ses parents limiteront son temps de lecture pour qu'il continue de sortir. Miyamoto fondera avec Fumio Mori son club de manga au collège qui s'appellera la Société de recherche sur les mangas. Et certaines de ses histoires seront même publiées dans des magazines pour enfants.
Miyamoto se voit déjà en célèbre mangaka, et pour cela, il ira même jusqu'à écrire à des mangaka pour avoir les planches originales de leurs œuvres, alors pas en tant que fanboy, mais pour voir les qualités exactes de dessin faits par les pros. Malheureusement pour lui, aucun n'accédera à sa requête. Durant tout son collège, Miyamoto s'adonnera à sa passion pour le manga, et au moment de choisir une option au lycée de Sonobe, c'est tout naturellement qu'il choisira l'art plutôt que la calligraphie ou la musique pour essayer de perfectionner son art. Il retentera sa chance auprès de mangaka, mais une nouvelle fois, aucun n'accédera à sa demande. Miyamoto, légèrement frustré, commencera à délaisser le manga pour s'intéresser un peu plus au théâtre ou le cinéma, se concentrant surtout à la narration. Il découvre King Kong, Godzilla, les films d'Alfred Hitchcock, ou encore la science-fiction avec Star Trek. Mais surtout, il découvre la musique, et au contact de son frère, il découvrira les Beatles. C'est aussi pendant cette période que son amour pour la culture américaine et le rock va se développer. Il lâchera ses crayons pour les vinyles, et il finira par entrer dans le club de musique du lycée où il apprendra à jouer de la batterie, entre autres. Lors de sa 3e année de lycée, Miyamoto devait choisir une voie pour ses études futures. S'il a délaissé le manga car il n'a pas d'avenir dedans, il ne maîtrise pas assez la musique pour s'y orienter, alors il choisira l'option technologique, celle qui pour lui se rapprochait le plus de l'artisanat, mais les cours donnés l'ennuieront et ne laisseront pas assez de place à son inventivité. C'est dans les années 70 que le Japon s'ouvre au reste du monde et accueille les nouvelles technologies et le design industriel, et Miyamoto y voilà un domaine qui pourrait satisfaire sa créativité et son envie de reconnaissance. Au moment de choisir une université, Miyamoto se tournera vers une université d'art appliqué, avec pour objectif de devenir designer industriel. Il pourra entrer dans les universités de Tokyo ou même Kyoto, les plus réputées. C'est vers l'université de Kanazawa qu'il se tournera donc. En mars 1972, il passera le concours d'entrée pour l'université qui se soldera par un échec. Il passera donc un an à s'enrichir culturellement, la musique, le cinéma, les mangas et la culture américaine, surtout la country, rythmant ses journées, avant de retenter le concours d'entrée en 1973 qui ce coup-ci sera une réussite. Durant ces années d'études, la passion pour la musique de Miyamoto prendra petit à petit le dessus sur ses cours. Il finira même par rejoindre un groupe partageant ses goûts musicaux, mais Miyamoto, le touche-à-tout, n'aura pas assez de talent pour composer lui-même, et il finira par raccrocher quelques années plus tard. Mais revenons à ses études, car c'est ici que pour la première fois Shigeru Miyamoto va rencontrer Mario et Luigi. Non, pas les célèbres plombiers moustachus, mais de grands noms du design, Mario Bellini et Lutz Colani, qui adoptera le nom de Luigi. Mario Bellini avait un style très audacieux et son goût pour les couleurs acidulées inspireront Miyamoto quelques années plus tard sur certains de ses projets. Lutz Colani, rebaptisé donc Luigi, lui se fera connaître surtout pour son design dans l'automobile et sera l'un des designers les plus suivis pendant les années d'études de Miyamoto. Dans une interview, Shigeru Miyamoto avouera quelques années plus tard: « Je connaissais plein de designers italiens qui avaient pour prénom Luigi, alors je me suis dit que cela pouvait convenir. » Et si je parle de designers italiens, c'est qu'à cette époque, les designers italiens feront beaucoup parler d'eux pour leur style, et durant ces années d'études, Miyamoto montrera un penchant pour l'anticonformiste, à ne pas faire comme les autres, proche de cette nouvelle vague italienne et de son style anti-design. Je suis quelqu'un de très désordonné, je préfère nettement les objets bizarres aux objets parfaits, psychologie qui va le suivre tout au long de ses années d'études. Se pose alors un dilemme pour le jeune Miyamoto, lui qui a soif de reconnaissance et ne veut pas rentrer dans le moule, comment atteindre ce but? Lors de mes études, j'ai réalisé que je ne voulais pas faire de l'art. Moi, plutôt que de me spécialiser, j'ai toujours voulu réaliser un produit grand public, et ce depuis l'époque où je voulais devenir mangaka. J'ai soudain compris que ce qui m'intéressait, c'était d'atteindre beaucoup de monde par une grosse distribution. Mais pour produire en masse, évidemment, on est obligé d'intégrer une grande entreprise. C'est ainsi qu'il décidera de créer des objets pour enfants. Lui, qui refuse de grandir, va donc créer un porte-manteau éléphant, une balançoire à 3 places, et pour son projet d'étude, il décidera de présenter le matériel pédagogique pour l'initiation à la reconnaissance des nombres, ou Kazu no Ninjuku Kyoin no Tame no Tsuzutemo Kyozai. Ouais, on fait ce qu'on peut. Outre la conception de l'objet, Miyamoto se penchera même sur le côté psychologique de l'apprentissage, car il trouvait que dans le système éducatif, les moins bons étaient généralement tirés vers le bas. Il étudiera également des ouvrages de sciences humaines,
L'idée en fait était d'encourager les enfants à l'expérimentation grâce à un bâton et des planches de bois comportant des trous de multiples tailles, afin que ces derniers prennent visuellement conscience de l'espace et des rapports de quantité. En plus de ce projet, Miyamoto concevra aussi un projet géant où le bâton est remplacé par l'enfant, l'apprentissage se faisant donc par un travail de réflexion et la projection dans l'espace. Les cours d'ergonomie lui auront beaucoup servi pour ce projet, et plusieurs années plus tard quand il dessinera des manettes de jeu. Grâce à ce projet, Miyamoto obtiendra la meilleure note de sa promotion en mars 1977 et devra ensuite rentrer dans le monde du travail. La première idée qui lui effleure l'esprit est de se mettre à son compte, mais il préférera rentrer dans une entreprise qui lui donnera les moyens de développer sa créativité. Durant sa 3e année d'études, il fit une visite dans l'entreprise Gakutsubu Kenkyu Sha, ou plus communément appelée Gaken. Mais comme il le dira lui-même, je suis allé faire le tour de l'entreprise, mais les porteurs de cravates alignés par rangées, ce n'est pas ce que je m'étais représenté. Et d'ailleurs, cette entreprise recroisera sa route quelques années plus tard. Après s'être renseigné sur différentes entreprises, il jettera son dévolu sur Nintendo, qui à cette époque sort encore des jeux de cartes ou certains jouets. Pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo retraçant toute l'histoire de Nintendo. Pour entrer en contact avec Nintendo, Shigeru Miyamoto passera par son père, car Lijake Miyamoto et le président de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, ont un ami en commun, et heureusement. À cette époque, Nintendo n'avait pas besoin de recruter un designer, c'est parce que le directeur, monsieur Yamauchi, connaissait un ami de mon père que j'ai pu m'entretenir avec lui, et cela a débouché sur un entretien. Si je m'étais présenté aujourd'hui avec mon diplôme, Nintendo ne m'aurait probablement pas embauché. Si son choix se porte sur Nintendo, ce n'est pas par dépit, Certes, Nintendo est moins coté que Bandai ou Tomy à cette époque, mais Miyamoto sent une bonne opportunité pour sa créativité. À l'époque, Nintendo faisait des jeux de cartes et des anafudas, ainsi que des jeux d'arcade ou encore des jeux de plateau estampillés Disney. Mais il travaillait aussi sur des produits étranges comme des jeux utilisant un pistolet laser, des photocopieuses domestiques, des poussettes pour enfants, des fournitures de bureau, que des objets bizarres. Du coup, je me suis dit que si tout leur argent leur venait des cartes, ils devaient utiliser leurs ressources restantes sur ces produits étranges. J'ai pensé que c'était le genre de compagnie qui accepterait tout ce que je pourrais imaginer comme loufoquerie et les commercialiserait. C'est donc en avril 1977 que le tout juste diplômé Shigeru Miyamoto obtient un rendez-vous chez Nintendo, où il apportera, entre autres, le cintre à tête d'éléphant. La présentation de ces différents objets fait son effet, et quelques jours plus tard, il recevra un coup de fil lui demandant de revenir pour un autre entretien, mais ce coup-ci avec le président de Nintendo, qui lui demandera de passer 2 semaines plus tard avec ses idées de jouets. Shigeru Miyamoto revient donc 2 semaines plus tard, ramenant encore une fois le cintre, mais aussi une balançoire à 3 places, un landau automatique et une horloge de fête foraine. Yamauchi lui demandera s'il peut inventer un jeu de cartes révolutionnaire. Miyamoto répondra qu'il n'est pas sûr, mais qu'il ne peut pas dire qu'il en est incapable. Le président de Nintendo lui demandera également ce qu'il pense des jeux vidéo, ce à quoi Miyamoto répondra « J'aime beaucoup, les jeux sont bons, j'apprécie Pong, j'apprécie Breakout, mais ils devraient ressembler davantage à des livres ou des films, ils devraient raconter une histoire. » Miyamoto lui présentera ensuite ses différentes créations. Yamauchi, séduit par son imaginaire et son exigence, décidera d'engager Miyamoto. Même si la rencontre a été arrangée, le profil du jeune diplômé colle parfaitement à la politique de Nintendo. Pour me rassurer, il m'a dit « Je ne t'ai pas pris parce que tu m'as été recommandé, je t'ai pris parce que je veux que tu travailles pour nous. » Place donc maintenant au monde du travail en entreprise pour Miyamoto, et au sein de Nintendo, il sera affecté à la cellule nommée Kikaku-bu, ou section planification de projet. Il fera équipe avec Makoto Kano, futur créateur du personnage Game & Watch. Son rôle dans cette cellule n'est pas de concevoir des jeux à son grand regret, mais il devra sélectionner des produits commercialisables par Nintendo et leur donner une forme attrayante. Il va donc se retrouver à dessiner l'arrière de cartes à jouer, des plateaux de jeux de société. Il réalisera 3 jeux de société sur l'univers de Walt Disney, un sur Mickey Mouse et Donald, un autre sur Tic et Tac, et le dernier sur Blanche-Neige et les 7 nains. Il réalisera aussi certains gadgets pour McDonald's, dont le Ronald Racing Game, et suite à la réorientation de Nintendo vers les jeux électroniques, notamment les jeux vidéo, il va de plus en plus travailler avec la R&D 1 et la R&D 2, des cellules de recherche et développement internes à Nintendo. Pour plus d'informations, je vous réoriente vers ma vidéo sur l'histoire de Nintendo.
Son premier contact avec le domaine du jeu vidéo sera de choisir la couleur que devra avoir la couleur TV Game 15. Il décidera de faire deux versions, l'une jaune paille et l'autre orange brûlé qui tire vers le rouge. Et finalement la grande sœur, la TV Game 6, prendra elle aussi une couleur plutôt orangée par rapport aux premières versions sorties en blanc. Grâce au succès des ventes des Color TV Game, Shigeru Miyamoto se verra chargé du design des futures consoles, tout en restant un illustrateur pour les produits Nintendo. La première chose que l'on m'a fait faire, mon premier projet, c'était le design extérieur de deux consoles de salon de notre cru, les Racing 112 et Block Kuzushi. Les auteurs du hardware à proprement dit m'expliquaient les entrailles de la machine et à partir de là, je devais concevoir leur coque. En premier lieu, Miyamoto va complètement revoir le design des consoles, car il juge que le design des Color TV Game 6 et 15 était mauvais, et c'est là que ses cours de design industriel vont commencer à lui servir. J'ai essayé de rendre mes boîtiers plus amusants à manier pour le joueur. Par exemple, avec Block Kuzushi, j'ai conçu la console de façon à ce que vous puissiez l'utiliser de la main gauche comme de la main droite. Pour Racing 112, je me suis dit qu'il était important qu'il y ait un levier de vitesse, car j'estimais amusant de changer de rapport avec un contrôleur de ce genre. Avec ses projets, Miyamoto montre son aisance pour passer d'un projet à un autre et une envie de bien faire. Mais il reste loin des ambitions qu'il avait en rentrant chez Nintendo, alors même si le chemin sera long, vous savez tous qu'il a bien fait de se montrer patient. 18 janvier 1979 sort Space Fever, une pâle copie du grand Space Invader. Derrière Space Fever, on retrouve Masayuki Yumera, futur artisan de la NES, entre autres. C'est lui qui demandera à Shigeru Miyamoto de dessiner les graphismes du jeu, et pendant le développement du jeu, dont la programmation a été faite par Ikagami Tsuchinki, il va découvrir les rudiments du métier et la difficulté de mettre en œuvre ses idées de dessin à l'état de pixels. Quand j'ai vu mes dessins sur la télévision, je me suis aperçu que ceux-ci étaient déformés au niveau de la largeur. Et malgré l'échec de Space Fever, Miyamoto aura beaucoup appris à adapter ses dessins aux jeux vidéo. Cette expérience n'en sera que bénéfique pour les futurs projets qui ne tardent pas à arriver, car avec l'ampleur du succès de Space Invader, Hiroshi Yamauchi crée la troisième équipe de recherche et développement pour développer des jeux sur borne arcade, la R&D 3. Miyamoto vogue d'équipe de développement en équipe de développement, si bien qu'il sera derrière une demi-douzaine de jeux, dont le très bon Sheriff. En binôme avec Makoto Kano, son collègue de la Kikakubu, ils vont designer de A à Z ce jeu sur borne arcade qui montrera pour l'occasion le travail de scénarisation cher à Miyamoto, qui, rappelez-vous, trouvait que les jeux devraient ressembler davantage à des films ou des livres, et qu'ils devraient raconter une histoire. Et bien dans Sheriff, on y découvrira un cow-boy qui devra libérer sa chérie kidnappée par des hors-la-loi. Le format de la demoiselle en détresse secourue par le héros deviendra un format cher à Miyamoto. Avec Sheriff, Miyamoto découvrira aussi les limitations techniques de l'époque et devra, quelques années avant Donkey Kong, user d'intelligence pour contrer ces limitations techniques. Ainsi, la bouche du héros est remplacée par une moustache, tout ça bien aidé par Makoto Kano, qui lui avait déjà œuvré sur d'autres jeux, notamment Wild Gunman. Mais le style Far West est vite éclipsé par le boom des jeux de tirs spatiaux, et Miyamoto va se retrouver à réaliser les illustrations de Space Firebird, sorti en 1980, dans lequel Miyamoto montrera ses progrès par rapport à Space Fever. Et dans la foulée, il sera en charge de toute la partie graphique de Radarscope, allant des graphismes du jeu jusqu'au design de la borne. Avec ces deux jeux, Miyamoto montrera les progrès qu'il a réalisés depuis ses débuts dans le jeu vidéo. C'est un véritable touche-à-tout. À l'époque, il ne devait guère y avoir que 5 designers chez Nintendo, c'était difficile, mais grâce à ses effectifs réduits, du livret d'instructions des consoles de salon au design des cabines des jeux d'arcade, ou encore des cartes à jouer jusqu'aux tuiles de Mahjong, j'ai eu l'occasion de toucher à tout. À tout oui, mais il n'est pas encore à la tête d'aucun de ces projets. Durant cette période, je proposais plein de projets de jeux, mais tous étaient refusés. Ces propositions sont trop brouillonnes, trop complexes, trop sophistiquées. Autre ombre au tableau pour Miyamoto, dans l'organisation bien huilée de chez Nintendo, c'est aux membres des cellules de recherche et développement de créer les jeux et pas aux dessinateurs de la cellule Kikakubu. Mais tout cela va changer grâce notamment à Gunpei Yokoi. Dans le début des années 80, Gunpei Yokoi sera à l'origine des Game & Watch, jeu électronique qui sera un véritable carton. Au moment de la conception, il choisira Makoto Kano pour la conception générale, du packaging en passant par la conception du jeu, et durant la conception, il donnera naissance au célèbre Monsieur Game & Watch. Le succès des Game & Watch est si gros que Nintendo délaissera petit à petit son développement de jeux arcade pour concentrer un maximum de ses effectifs sur le développement des Game & Watch. C'est ainsi qu'en automne 1980,
Yokoi va préparer un nouveau modèle de Game & Watch avec un écran plus large, les widescreen. 10 jeux sont prévus et Nintendo va signer un accord avec King Features, The Walt Disney Company et Exim Licensing afin de créer des Game & Watch avec respectivement Popeye, Mickey et Snoopy, dans 3 jeux différents, et pour ça, Yokoi aura besoin de designers supplémentaires. Il se tournera vers Miyamoto, juste pour son expérience et sa disponibilité à ce moment-là. J'aimerais que tu m'aides à imaginer un jeu Game & Watch utilisant Popeye. Miyamoto jubile, il tient enfin sa chance de montrer ce dont il est capable, mais le projet va connaître un rebondissement. Parallèlement au Game & Watch, Nintendo va essayer de s'implanter aux États-Unis. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Donkey Kong, vous savez que ça a été un échec au début. Alors je vais vous la faire courte parce que je vous laisse découvrir les détails que j'ai donnés dans la vidéo, mais Radarscope arrivera bien trop tard aux États-Unis et accusera un retard sur ses concurrents. Nintendo of America demandera à Hiroshi Yamauchi un nouveau jeu pour remplacer Radarscope. Le président de Nintendo se tournera vers son ingénieur le plus inventif, Gunpei Yokoi. Problème, toute son équipe de la R&D 1 est overbookée par les projets de Game & Watch. Comme à cette période, j'étais déjà extrêmement occupé à mettre au point les Game & Watch, ces histoires de bornes invendues étaient le cadet de mes soucis. Pour pallier à ce problème, Yokoi organisera un concours au sein de la cellule Kikakubu pour trouver le designer le plus à même de relever le défi. C'est, comme vous vous en doutez, le projet de Shigeru Miyamoto qui sera retenu. Gunpei Yokoi y voilà un gain de temps en transférant le projet du jeu Popeye Game & Watch sur la borne arcade. Miyamoto tient enfin sa chance. Ce choix, dira-t-il, représente le début de ma carrière de réalisateur de jeux vidéo. Alors, je vais pas revenir sur la conception du jeu en question, je vous renvoie vers ma vidéo, encore une fois, mais le projet Popeye ne pourra se faire. Miyamoto créera un gorille géant, une demoiselle en détresse et Jumpman, qui deviendra Mario, tout en étroite collaboration avec Gunpei Yokoi. Je vais juste revenir sur quelques points du développement de Donkey Kong que j'ai découvert pendant l'écriture de cette vidéo. Pour la création de Mario, Miyamoto s'est en fait inspiré de Monsieur Game & Watch de Makoto Kano, qui lui aussi a connu des restrictions techniques pour la création de son personnage. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage a un gros nez, pour que les joueurs puissent comprendre dans quel sens regarde le personnage. Miyamoto avouera: comme je voulais créer un personnage particulier, je l'ai dessiné avec un gros nez, et j'ai esquissé une moustache pour que les joueurs se rendent compte qu'il a aussi une bouche. J'ai utilisé la salopette pour que les mouvements de jambes et de bras ne se confondent pas, tandis que la casquette était une astuce pour que le joueur ne se retrouve pas avec un personnage dont les cheveux ne bougeaient pas lorsqu'il saute. Mario est un personnage issu de motivations purement rationnelles. J'ai commencé le jeu d'arcade Donkey Kong en 1980, une époque où même les machines les plus puissantes imposaient des restrictions graphiques. Il était alors vraiment ardu de dessiner un personnage de jeu vidéo. Miyamoto montre encore son talent pour s'adapter aux contraintes. À l'époque où tous les personnages sont un amas de pixels sans visage, il créera là un personnage aux caractéristiques physiques inoubliables encore aujourd'hui. Au début, il ne s'appelait même pas Mario, mais dès que j'ai fini le personnage, j'ai su que je voulais l'utiliser comme héros ou simple figurant dans mes futurs jeux, admettra Miyamoto. Un peu comme Makoto Kano avec Monsieur Game & Watch qui apparaît dans presque tous les nouveaux produits Game & Watch. Miyamoto espère bien pouvoir faire de même avec sa jeune création. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai créé Mario, je souhaitais qu'il apparaisse dans tous mes jeux. Il devrait être ma marque de fabrique, un peu comme ce que faisait Alfred Hitchcock en apparaissant dans tous ses films. La suite vous la connaissez, Donkey Kong est un énorme succès, et sauve au passage Nintendo of America, et avec ce succès, Shigeru Miyamoto pensait qu'il allait enfin débuter sa carrière sur ses projets de jeux vidéo, mais il n'en est rien. À l'inverse de Makoto Kano qui enchaîne les projets Game & Watch, un jeu toutes les 6 semaines, Miyamoto lui reste dans la cellule de la Kikakubu, à voler de projet en projet au gré des besoins, passant de chef de projet à simple assistant. Il se qualifiera d'employé auxiliaire, mais Miyamoto se permettra de donner un peu son avis sur certains projets, surtout sur la partie sonore. À l'époque, rares étaient les employés de Nintendo qui s'intéressaient vraiment à la musique, cela m'arrangeait parce que je pouvais donner mon avis sur tout ce qui y touchait. Le rôle de chef de projet, il le tiendra sur le jeu Donkey Kong Jr. fin 1981. Il travaillera d'ailleurs avec la dernière recrue de la Kikakubu, Yoshio Sakamoto. Si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Metroid, vous savez de qui il s'agit. Pour Miyamoto, c'est une chance. J'ai eu la chance de faire l'expérience du poste de chef de projet, car j'ai pu contrôler tous les aspects du processus de développement d'un jeu. Et cela se ressent dans le jeu, il y a de nouveau un effort de scénarisation cher à Miyamoto. Mario devient l'antagoniste, Donkey Kong la victime, et Donkey Kong Jr. est créé pour l'occasion afin de sauver son père. Par rapport à son aîné, le jeu s'enrichit de nouveaux ennemis, de nouvelles plateformes, et le jeu sera également un succès.
Quelques mois plus tard, Miyamoto dirigera l'adaptation de Popeye sur borne arcade, et en hiver 1982, il sera de nouveau sous la coupe de Gunpei Yokoi pour le projet Mario Bros sur borne arcade. Sous l'influence de Yokoi, Miyamoto apprendra la rigueur du game design, d'abord définir les interactions et ensuite choisir le visuel en fonction. Il m'a appris à structurer mon travail et je lui en suis reconnaissant. C'est ainsi que le scénario cessera d'être un point de départ et deviendra une toile du contexte. En binôme, les deux hommes vont imaginer des ennemis sous forme d'animaux qui auraient un point faible au niveau du sol, c'est donc aux tortues qu'ils vont d'abord penser. En plus des tortues, nous avions imaginé des crabes et des mouches en guise d'ennemis. Nous nous étions dit, s'il y a un endroit sur Terre où tortues, crabes et mouches cohabitent, peut-être, alors ça doit être dans les villes souterraines. Et où trouve-t-on une énorme ville souterraine? À New York. Alors pourquoi ne pas mettre en scène un énorme souterrain en boucle, celui de New York? C'est donc comme ça que Mario est passé de charpentier à plombier. C'est également dans cet opus qu'on reverra Luigi, le frère de Mario, qui avait fait sa première apparition quelques temps plus tôt dans le Mario Bros Game & Watch. Miyamoto et Yokoi souhaitaient qu'il y ait deux personnages jouables, et pour ce personnage, Miyamoto, qui connaît les limites techniques, fera au plus simple. Il dupliquera Mario à l'identique et changera simplement la couleur du personnage, empruntant le vert attribué aux tortues. Voilà comment Miyamoto utilise les limites techniques. Plutôt que d'être une contrainte, il en fait un élément de créativité. Après ce projet, Miyamoto se verra chargé de designer le jeu Tennis, et Miyamoto va commencer à se rendre compte de son retard en termes de dessin. Si des personnages au style cartoon il sait faire, dessiner des sportifs aux proportions réalistes, il a déjà plus de mal. Il en profitera pour placer Mario en tant qu'arbitre, et en hiver 1983, quand il se verra chargé de designer un jeu de boxe, il prendra peur. Avant ce jeu, j'avais toujours tout dessiné moi-même, mais j'ai pris peur en comprenant que je devais dessiner ces grands boxeurs. Je me suis dit que je n'étais pas assez bon pour ce type de travail. Mais plutôt que de renoncer, Miyamoto va décider de s'entourer, et même s'il n'est pas le chef du projet Punch-Out, Genyo Takeda donnera son accord pour que Miyamoto sous-traite le design à une jeune recrue à temps partiel, Takashi Tezuka, pour l'épauler sur le dessin. C'est également pendant le développement de Punch-Out que sera embauché Koji Kondo pour la partie musicale. Miyamoto se rendra compte qu'il ne peut plus être un homme à tout faire, mais qu'il peut tenir le rôle de chef de projet. Il en profitera une nouvelle fois pour placer ses personnages dans le jeu. Parallèlement à ces projets, les personnages de Miyamoto apparaîtront dans différents jeux Game & Watch. Début 1984, fort du succès de Punch-Out, une suite sera mise en route avec pour nom Super Punch-Out et une nouvelle fois Shigeru Miyamoto sera appelé, mais sa participation ne sera que de courte durée car Hiroshi Yamauchi a un nouveau poste à lui proposer. En 1984, Hiroshi Yamauchi va ouvrir une nouvelle cellule de recherche et développement. Mais resituons un peu le contexte. Juillet 1983 sort la Famicom au Japon, qui sera un véritable carton. Et parallèlement à ça, le marché du jeu vidéo s'effondre, principalement aux États-Unis, mais j'en ai encore une fois déjà parlé en vidéo. C'est principalement parce que les jeux étaient de moins en moins bons que le marché s'est effondré. Hiroshi Yamauchi décidera, lui, que seul Nintendo pourra faire des jeux pour la Famicom. Il redirigera les activités de l'entreprise vers ce marché, et c'est ainsi qu'il ouvrira la R&D 4 pour la création de jeux sur la Famicom. Miyamoto sera alors nommé numéro 2 de la R&D 4, car suite au succès de Punch-Out, Hiroshi Yamauchi réalisera qu'un professionnel du dessin et de l'animation est nécessaire au vu des progrès technologiques. Il choisira donc Hiroshi Ikeda, ancien cadre à la Toei Animation. Sous sa coupe, Nintendo évoluera beaucoup, que ce soit dans l'animation ou l'illustration de ses jeux. En plus de son carnet de contacts, Ikeda laissera beaucoup de liberté à Miyamoto dans la création de ses jeux. La seule personne à qui il devra demander le feu vert pour ses projets sera Hiroshi Yamauchi. Fraîchement promu assistant manager, Shigeru Miyamoto va développer 2 projets en parallèle qui seront ses premières créations pensées de A à Z et commencera ce qu'on appellera plus tard la méthode Miyamoto. Mais avant de parler de ces 2 projets, revenons sur la façon dont Miyamoto imagine ses jeux. Il s'est inspiré de Space Invader lors de ses dessins pour Space Fever, la mécanique de power-up dans Donkey Kong vient de Pac-Man. Miyamoto en fait passe beaucoup de temps dans les salles arcade au Japon pour voir ce qui se fait et ce qu'aiment les joueurs. Pour le côté américain, il a un employé de Nintendo of America qui joue et observe les joueurs et régulièrement, il envoie son rapport à Shigeru Miyamoto. Alors au moment de créer ces 2 projets, il s'inspira de Lode Runner. Ce qu'il apprécie tout particulièrement dans le jeu, c'est le système de défilement de l'écran nommé le scrolling.
Tous les jeux que Miyamoto a réalisés, ainsi que les jeux parus sur la Famicom durant la première partie de l'année 1984, sont sur écran fixe. Il va donc commencer à monter son équipe, et il ne souhaite pas un, mais 2 jeux reprenant le système du scrolling, qui est la réponse aux limitations techniques de l'époque. Shigeru Miyamoto apprendra donc les règles du scrolling. Plus les éléments affichés sont nombreux, plus le défilement sera lent. Il faut donc faire preuve du bon dosage entre la taille du héros, le nombre d'objets à l'écran et la vitesse d'apparition, chose que Lode Runner a très bien réussi au détriment de la taille du héros, mais plus le personnage à l'écran était grand, plus le défilement était lent. Miyamoto voit aussi dans le scrolling un pas de plus vers le côté cinématographique du jeu vidéo. Le scrolling va permettre d'ajouter un sentiment d'exploration, et il va pouvoir jouer avec le champ et le hors-champ, le visible et l'invisible. Si dilemme il y a avec le scrolling, Miyamoto lui choisit de ne pas choisir, d'où les 2 jeux en préparation. Il décidera d'orienter ses 2 projets sur des directions différentes. Dans l'un, il privilégiera la rapidité, et dans l'autre, la taille des personnages. Le premier jeu sera donc un jeu de motocross avec des graphismes simples, des objets statiques, mais un défilement rapide, son nom Excitebike, tandis que l'autre sera un jeu d'arcade plutôt lent mais avec de nombreux personnages détaillés et animés, lui ce sera Devil World. Premier jeu Excitebike verra donc l'accent mis sur la fluidité. Pendant la course, on ne devra pas voir plus de 5 personnages en même temps, la piste sera horizontale et longue de plus d'une dizaine d'écrans. Pour apporter de l'intérêt, il mettra des bosses, flaques de boue ou tremplins, autant d'éléments inertes qui ne demanderont pas trop de ressources. Miyamoto ne se préoccupe que peu de la conduite, préférant mettre en place un système d'équilibre du pilote vers l'avant ou l'arrière. Miyamoto y intégrera un mode coop ainsi qu'un mode design pour la création de parcours. Pour le deuxième jeu, Devil World, ce sera l'inverse. Miyamoto privilégiera le dessin et l'animation au détriment de la vitesse. Ce choix vient du fait que Miyamoto ressent une certaine frustration de voir la claque technologique de Lode Runner par rapport à son Mario Bros. En effet, Mario Bros a pu animer 2 personnages mais sur un écran fixe. Miyamoto releva donc le défi. J'avais décidé de réaliser un essai avec un jeu proche de Mario Bros qui défilerait avec un arrière-plan lumineux et de plus grands personnages. Avec ce jeu, nous sommes parvenus à animer des personnages 2 fois plus grands. Miyamoto réduit donc la vitesse de défilement de ce projet, il intégrera également un mode 2 joueurs mêlant coopération et compétition entre les 2 joueurs. Si la conception et l'habillage de Excitebike restent assez simples, pour celle de Devil World, Miyamoto travaillera en binôme avec Takashi Tezuka, son ancien collègue de la Kikakubo. Les 2 hommes sont assez similaires, ils aiment tous les 2 les mangas et la musique. Tezuka a lui aussi suivi des études de design industriel, et il est lui aussi anti-conformiste. Takashi Tezuka arrive donc en renfort sur le projet quand Miyamoto a déjà posé les bases du jeu. Mais les 2 hommes ont les mêmes idées. La plupart des idées que nous choisissons se trouvaient être les mêmes. À chaque fois, nous nous en réjouissons. C'est alors que bon nombre d'idées vont émerger au moment d'habiller graphiquement le jeu. Tout d'abord, le héros ne sera pas Mario, mais un dragon, ce qui a pour avantage de ne pas avoir à justifier ses pouvoirs, comme les boules de feu. Le jeu sera en vue du dessus, car le corps du dragon se prête mieux à cette vue que celle de Mario, et la vue du dessus facilitera également le mode coop. Le petit dragon vient du dessin animé Kaketsu Tamagon, ou l'incroyable Tamagon, que regardait Tezuka à l'âge de 11 ans. La seule différence vient de sa couleur, blanc pour celui de l'animé, vert pour celui de Devil World. En coop, le deuxième dragon se verra habillé d'une couleur rouge. Et oui, les couleurs de Luigi et Mario sont là réutilisées, mais inversées. Pour le méchant du jeu, le principe du méchant en haut de l'écran sera de nouveau utilisé. Ce coup-ci, ce sera le diable en slip qu'il vous faudra affronter à coups de crucifix ou de bible. Si en 2023 cela peut en choquer certains, sachez qu'au Japon, la représentation d'icônes sacrées est autorisée. Devil World sortira le 5 octobre 1984 et Excitebike lui attendra le 30 novembre 1984. Les 2 jeux aux directions totalement différentes mettront donc en avant ce qui a été appelé la méthode Miyamoto, qui se décompose comme ceci: la découverte d'une avancée technique ou technologique et de ses contraintes, l'élaboration en parallèle de prototypes minimalistes pour s'approprier et tester les nouvelles possibilités, et l'instauration d'un visuel pour habiller le nouveau concept. Excitebike connaîtra un bon succès au point d'être exporté, alors que Devil World, lui, sera vu comme une pâle copie de Pac-Man. Il ne sera pas distribué aux États-Unis et une quantité infime arrivera en Europe. Les 2 jeux seront le point de départ au futur hit de Shigeru Miyamoto, mais à ce moment-là, ce ne sont que 2 projets avec pour nom Adventure Title pour l'un et Mario's Adventure pour l'autre.
Miyamoto va commencer à travailler sur Adventure Title, s'inspirant entre autres de The Legend of Idlid, sorti en décembre 1984 sur micro-ordinateur, qui propose de contrôler un héros chargé d'aller délivrer sa princesse. Malheureusement, la Famicom n'a pas du tout la même puissance qu'un micro-ordinateur et ne pourra rivaliser. Il se tournera donc une nouvelle fois vers les bornes arcade pour trouver de l'inspiration, et c'est Tower of Druaga qui retiendra son attention avec sa multitude de donjons à explorer, et il aime tellement le jeu qu'il se fera livrer une borne arcade dans son bureau. On peut dire que les deux jeux d'ailleurs sont assez similaires sur certains points, hein. L'exploration, les combats et la résolution d'énigmes, un héros équipé d'une épée et d'un bouclier. Dès le début du projet, Miyamoto va intégrer un grand nombre d'objets. Il a pour projet un univers type Heroic Fantasy avec des donjons, des niveaux à l'extérieur et à l'intérieur, et va beaucoup s'inspirer de son enfance et de ses nombreuses explorations de la ville de Sonobe, désirant faire éprouver aux joueurs cette liberté d'explorer. L'ambition et l'ampleur du jeu sont de taille, surtout qu'à ce moment-là, chez Nintendo, on commence à parler d'un nouveau périphérique pour la Famicom, le Disk System, qui va entre autres augmenter la capacité des supports de jeu pour la Famicom, et c'est parfait pour toutes les idées de Miyamoto et Tezuka pour Adventure Title. Problème, le Disk System n'est prévu pour sortir qu'en février 1986, et ça Miyamoto le sait. Le Disk System va bientôt devenir la norme. Avant, je me suis dit qu'il fallait que l'on fasse le jeu cartouche le plus facile à comprendre. Développé en parallèle de Adventure Title, le jeu en question, vous l'avez deviné, ce sera le futur Super Mario Bros. Après avoir donc sorti Exit Bike et Devil World, et avoir commencé le développement de Adventure Title, Miyamoto, à l'affût de ce que fait la concurrence, sera vexé de certains jeux reprenant certaines de ses idées, comme Flicky ou Pac-Land. Après Mario Bros, plusieurs jeux reposant sur les sauts ont été publiés par diverses sociétés, et j'avais le sentiment que ce type de jeu était notre idée. Je me disais même que le concept de saut dans un jeu était une idée originale qui devrait être brevetée. Enfin bref, j'ai pensé, bon, je ne vais pas laisser ces autres jeux nous doubler. Il se concentrera donc un peu plus sur le jeu Mario's Adventure, et encore une fois, Miyamoto pensera de suite à Donkey Kong comme personnage principal, mais se rendra une nouvelle fois compte que ce n'était pas possible. Donkey Kong s'était bien vendu en arcade, et nous avions fait une suite Donkey Kong Jr. À l'époque de l'arcade et de la NES, il était difficile d'animer et de déplacer à l'écran un personnage aussi gros. C'est d'ailleurs pour cela que dans Donkey Kong Jr, nous avons introduit son fils et en avons fait un personnage jouable. Je me suis donc concentré sur Mario à partir de 1985. Et pour ce projet, il reprendra ce qu'il a mis en place et appris dans Exit Bike. Dans Exit Bike, l'écran défilait, ce qui permettait d'avoir de l'espace pour jouer. Nous avons repris cette technologie pour avoir un grand Mario qui ait de la place pour bouger. Miyamoto va également ajouter des arrière-plans variés et colorés, à l'opposé des fonds sombres qui sont nombreux à cette époque sur Famicom. Mario va également faire des sauts rapides et fluides. C'est ainsi que va germer l'idée d'une aventure athlétique et dépaysante, avec des mondes sur Terre, dans l'eau et dans les airs. C'est ainsi que les deux projets de la R&D 4 se mettent en route, Miyamoto décidant de l'orientation et voyant avec les programmeurs ce qui peut être fait ou non, et c'est Tezuka qui se chargeait des dessins. Par exemple, c'est Miyamoto qui décidera du héros pour Adventure Title, et c'est Tezuka qui va le concrétiser. Le personnage là encore se voit réfléchi pour être lisible et surtout prendre le moins de place de stockage. A l'époque, comme vous le savez, la NES était très limitée, et nous n'avions droit qu'à 3 couleurs différentes, et pourtant nous voulions un personnage reconnaissable. Ce que je souhaitais avant tout, c'est qu'il utilise soit son épée, soit son bouclier, et que ce soit visible. Nous lui avons donc fait de grosses armes pour qu'on les reconnaisse à l'écran. Il fallait ensuite créer un héros que l'on arrive à distinguer de ses armes malgré sa petite taille. Nous avons alors pensé à un long chapeau et de grandes oreilles. Cela nous a évoqué un personnage féerique, donc nous sommes partis dans la direction d'un elfe. A l'époque, qui disait personnage avec des oreilles pointues disait aussi Peter Pan, et comme j'aime beaucoup Disney, nous avons commencé à nous en inspirer. A partir de là, je me suis dit que le vert de Peter Pan lui seyait parfaitement, or comme nous étions limités à 3 couleurs, et qu'il y avait beaucoup d'environnements forestiers dans le jeu, vert sur vert, cela convenait plutôt bien, donc nous avons poursuivi cette piste. Pour Mario's Adventure, Tezuka redessinera Mario un peu plus rond et l'habillera d'une salopette marron pour qu'il ressorte plus du fond bleu prévu dans le jeu. Néanmoins, Miyamoto laisse aussi Tezuka proposer ses idées. Tezuka-san venait d'être embauché à l'époque, mais il faisait les remarques qu'il voulait, telles que « je veux me promener dans le ciel sur un nuage ». Je lui répondais « dans ce cas, faites un dessin ».
En 1985, en pleine élaboration des deux projets, Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka vont piocher des idées dans la culture populaire et plus particulièrement dans la nouvelle œuvre de Akira Toriyama, Dragon Ball. En effet, les premiers croquis pour Mario's Adventure révèlent un Mario sur un nuage magique, tandis que dans Adventure Title, certains documents parlent d'un dragon géant et de boules de cristal. On parlera pas de plagiat ici, mais plutôt une envie de Miyamoto de se rapprocher de ses premiers amours, le manga. Comme je disais tout à l'heure, la R&D 4 passe d'un projet à l'autre, c'est comme ça que certaines idées vont passer d'un projet à un autre, comme par exemple les barres de feu dans les niveaux de Bowser. La vérité, c'est que les tourniquets de flammes avaient été conçus pour Zelda à l'origine. Ils étaient très amusants, donc nous les avons utilisés dans Mario également. Petite anecdote amusante, je vous ai dit tout à l'heure que Excitebike allait servir de base pour Mario, et au moment du développement, toute la bande son de Excitebike sera utilisée dans Mario. Quand nous faisions des jeux pour la Famicom, les bruitages consommaient de la puissance de calcul. Alors au début des projets, nous utilisions des sons factices pour que nous puissions estimer la fluidité du produit final. C'est une époque où nous jouions à Super Mario Bros avec la musique d'Excitebike, et les bonds de Mario n'étaient pas accompagnés par leur boing caractéristique, mais plutôt par un bruit de cyclomoteur du genre vroom. Certaines idées seront quant à elles abandonnées, et quand on connaît le jeu final, je me dis que ça aurait été marrant de voir ça, comme Mario combattant au corps à corps à coups de poing ou de coups de pied, Tezuka lui imaginait une fusée chevauchée par Mario se déplaçant librement dans les airs, tirant sur des tortues volantes. À ce moment-là du développement, le principal atout que nous joueurs connaissons n'est pas encore présent dans le jeu, le power-up qui fait grandir Mario. En mars 1985, Yamauchi va demander à Miyamoto de se concentrer sur un seul titre, et faute de disque système, c'est vers Mario's Adventure qu'il va se tourner. C'est aussi à cette période qu'il va être mis sur le projet Kung Fu, adaptation du film Wheels on Mills, ou Soif de justice en France, ce qui lui permettra de faire une pause dans le développement des deux projets. En réalité, tout part de la société Irem et de Takashi Nishiyama, le futur Monsieur Street Fighter. C'est lui qui va se charger de l'adaptation du film en jeu. Alors, je vous passe les détails du développement, mais le jeu sortira fin 1984 sur borne arcade sous le nom Kung Fu Master. Il sera tellement bon qu'il sera considéré comme l'ancêtre des beat'em all, si bien que Capcom débauchera Nishiyama et il sortira plus tard Street Fighter, mais on en parlera dans une vidéo dédiée. Revenons maintenant chez Nintendo. Début 1985, Hiroshi Yamauchi, qui a autorisé certaines sociétés à développer sur la Famicom, veut Kung Fu Master sur sa Famicom. Si au départ c'est Scott Tsumura de Irem qui souhaite porter l'adaptation, quelqu'un d'autre est sur le projet, et ce quelqu'un, comme vous vous en doutez, c'est Miyamoto qui souhaite à tout prix le faire. Un portage de temps en temps c'est intéressant, le défi c'est de voir jusqu'où on peut s'approcher de l'original. L'adaptation se fera sous le nom Spartan X sur le sol japonais et Kung Fu pour l'Europe. Alors si je vous parle de cette adaptation, c'est qu'elle se fait quasiment en même temps que le développement de Mario's Adventure, et son portage est un défi pour l'équipe, car restreint technologiquement, mais le jeu NES apportera des petites améliorations comme une meilleure animation dans les mouvements par exemple. Le jeu sortira en mai 1985 et recevra de bonnes critiques. Fort de ce portage, Miyamoto se remet à développer Mario's Adventure et il compte bien faire les choses en grand. Nous voulions faire un jeu qui réunisse tout notre savoir-faire en matière de jeux sur cartouche, un jeu qui utilise complètement le hardware de la Famicom. Après ça, le développement des deux projets de Miyamoto vont rentrer dans une nouvelle phase, remplie de power-up pour l'un et d'un monde vaste rempli de trésors et de secrets pour l'autre. Et oui, Miyamoto va ajouter les power-up dans ses projets. En effet, à l'époque, dans la culture populaire, on trouvait multitude de power-up. Astérix avec la potion magique, Popeye avec les épinards, ou encore Goku avec les haricots magiques. Même dans les jeux, on en trouvait, forcément celui qui inspirait Miyamoto, Pac-Man avec ses pack-gommes qui lui permettaient de manger les fantômes. Il va donc en intégrer dans le projet Mario's Adventure. Pour Adventure Title, Miyamoto préférera aussi ce procédé plutôt que les points d'expérience qu'on voit de plus en plus dans les jeux d'époque. A l'époque, il y avait des jeux de rôle-action comme Idlead, et on y trouvait des points d'expérience, mais ça ne me plaisait pas qu'on puisse les comparer. Alors plutôt que des points d'expérience, Miyamoto va mettre en place un système d'évolution par des actions sur le monde, comme par exemple exploser des rochers, immobiliser des ennemis, ou éliminer des monstres en moins de coups. Je trouvais intéressant que ce soit le joueur qui devienne plus fort, davantage que son personnage. Il va donc faire en sorte qu'au fur et à mesure du jeu, le joueur découvre une carte, un boomerang, des bombes ou encore des clés. L'épée de bois deviendra une épée blanche, plus puissante, avant de devenir une épée magique.
Je ne pense pas que le plaisir vient du fait de commencer dans le négatif pour arriver à 0, c'est de commencer à 0 et de finir à 100. Et je réfléchis à des manières de rendre ça possible. Il n'oubliera pas non plus son jeu sur Mario qui lui aura le droit à l'étoile d'invisibilité, allant contre l'avis du reste de l'équipe. Dans l'équipe, de nombreuses personnes trouvaient que c'était ridicule, qu'il ne fallait pas que vous puissiez être invincible, que cela ne faisait pas un jeu. Je leur ai répondu, ce qui est intéressant c'est que même en étant invincible, vous pouvez toujours tomber dans un trou et mourir. Cela crée une dynamique étrange dans le jeu qui est très drôle. Ces idées de power-up vont même le pousser à changer son idée de départ pour le concept de Mario. Au début, comme nous étions sur Famicom, nous avions juste créé un Mario grand format, mais arrivé au tiers du développement, l'idée du petit Mario a surgi. Miyamoto, qui voulait qu'on ait le sentiment d'une évolution de puissance dans le jeu, tient alors son idée. En jouant un petit personnage, si on vient le faire grandir, on aura le sentiment qu'il devient plus fort, et tout ce qui n'était pas faisable en étant petit le deviendra en étant plus grand. C'est donc vers Tezuka que Miyamoto va se tourner pour effectuer le rétrécissement du héros. Cela montre encore une fois que Miyamoto a un goût pour le contre-pied. Alors où tous les jeux essaient d'afficher des personnages de plus en plus grands, lui prend le parti pris inverse. Je me suis dit que ce serait bien de le voir tantôt grand ou petit, tout en restant dans le même monde. S'il est petit, il pourrait par exemple se faufiler dans les passages étroits. Reste maintenant à savoir comment emmener cette croissance dans le jeu. Si l'étoile rend invincible, qu'est-ce qui pourrait faire grandir ? Eh bien Miyamoto va puiser dans Alice au pays des merveilles. Un beau jour, l'idée m'est apparue, des champignons ! Ça c'était une trouvaille bizarre. C'est aussi après avoir trouvé son idée de champignons que Miyamoto va revoir totalement le monde de Mario et retirer petit à petit l'influence du jeu Donkey Kong pour créer un nouveau monde propre à Mario. Ainsi, le bazooka et la fusée capables de tirer dans toutes les directions sont abandonnés pour laisser place à la fleur de feu, ainsi qu'un monde dans les nuages rempli de pièces à récolter. Les briques et les blocs avec point d'interrogation font leur apparition. Même si chaque création d'item ou d'ennemi est réfléchie par Miyamoto, Gunpei Yokoi le mettra en garde sur la difficulté mal dosée qui risquerait de faire fuir certains joueurs. Il va donc penser aux joueurs débutants en introduisant le champignon One Up et récompenser la collecte de pièces par une vie supplémentaire. Il créera les Gombas, ennemis dont on se débarrasse avec un seul saut plutôt que deux pour les tortues, et décide que le héros grand, baptisé Super Mario, ne mourra pas après un contact avec un ennemi mais repassera tout simplement en Petit Mario. Le jeu devient donc petit à petit plus riche et en même temps plus équilibré. Mais il y a une contrainte de taille sur le projet Mario, la taille de stockage. En effet, si le projet Adventure Title est prévu sur un support comportant 4 fois plus de données que le projet Mario, Miyamoto et Tezuka ne manquent pas d'idées pour économiser de la mémoire de stockage. Tout d'abord, ils utiliseront la technique dite du color swap, qui veut qu'un élément graphique soit utilisé plusieurs fois mais en ne modifiant que son comportement et surtout sa couleur. Le parfait exemple sont les tortues rouges et vertes, ainsi que les nuages qui utilisent les mêmes amas de pixels que les buissons. La seconde astuce consiste à créer des éléments graphiques avec une symétrie parfaite pour n'avoir à stocker que la moitié de celui-ci. Les tuyaux ou châteaux de fin de niveau par exemple prendront donc beaucoup moins de place à stocker sur la cartouche, et à force d'astuces, le jeu ne comporte plus 5 mais 8 niveaux, Miyamoto réutilisant certains niveaux en changeant leur agencement. Malgré les nombreux ajouts qu'il apporte, Miyamoto n'est toujours pas satisfait de son jeu. Il va donc rajouter des briques et des salles dissimulées et décidera de cacher le champignon qui permet à Mario de grandir. Petite ombre au tableau avant la sortie du jeu de Miyamoto, il y aura Ghost & Goblin de Capcom en septembre 1985 qui présentera un concept que Miyamoto pensait avoir inventé. En effet, le héros, ici le roi Arthur, se voit doté d'une armure qu'il perd s'il se fait toucher. Il est donc protégé, mais que d'un coup. Miyamoto lui avait prévu le champignon qui faisait grandir Mario et il rétrécirait s'il prenait un coup. Je m'étais fait la réflexion qu'il faisait la même chose que nous, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette partie de la structure du jeu, cela aurait tout déséquilibré. Le choix de laisser le power-up vient aussi du fait qu'entre un plombier et un chevalier, il y a peu de ressemblance, et encore plus entre un champignon et une armure. Ajoutez à ça le fait que la version finale du jeu avait été bouclée en août 1985, bien évidemment que Miyamoto n'allait pas revoir tout son jeu. Le jeu sort donc le vendredi 13 septembre et dès sa sortie, le jeu devient un des jeux les plus demandés. Les attentes étaient d'1 million de ventes au Japon et nous pensions pouvoir les atteindre, mais les résultats ont dépassé de très loin cette barre et nous n'avions aucun moyen de le prévoir. On parle quand même d'un jeu qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires au fil des années. À peine le succès reconnu, Miyamoto se remet au travail pour l'adaptation sur borne arcade ainsi qu'une version du jeu pour disque système. Mais avant eux, il va falloir terminer Adventure Title.
Puisque nous avions commencé Zelda en même temps, le jour après avoir terminé le travail sur Super Mario Bros, nous étions déjà en train de discuter de Zelda. Fin août 1985, le président de Nintendo convoquera Miyamoto pour le tenir au courant de l'avancement des projets de la firme. En effet, le Disk System est sur le point de voir le jour, et il va lui falloir un jeu de lancement. À l'époque, je travaillais sur une compilation de Super Mario Bros, mais la sortie du Disk System se rapprochant, il nous fallait également un titre de lancement. Place maintenant donc à la finalisation de Adventure Title. Si The Legend of Idlid se déroulait sur 25 écrans, Miyamoto et Tezuka, eux, ont inventé 144 écrans, et encore les deux compères pensaient même en faire encore plus. À l'époque, quand on a commencé la conception de The Legend of Zelda, on s'imaginait que les fragments de la Triforce seraient en fait des puces électroniques. Il devait s'agir d'un jeu vidéo qui se passerait à la fois dans le passé et le futur. Comme le héros faisait le lien entre l'un et l'autre, on l'a appelé Link, le lien en anglais, mais au final, Link n'est jamais allé dans le futur et c'est resté un jeu d'heroic fantasy. Comme je disais tout à l'heure, Miyamoto va se servir de ses nombreuses explorations de Sonobe quand il était enfant pour créer le monde de Zelda. Je me suis remémoré une randonnée en montagne que j'avais faite autrefois, et lors de laquelle j'avais été très ému par l'immensité du lac que j'avais découvert au sommet. Son monde, qu'il nommera Hyrule, sera donc très forestier avec des plaines remplies de pieuvres, des montagnes, des passages secrets, des grottes abritant des araignées. Ce que veut Miyamoto pour Adventure Title, c'est réussir à retranscrire le sentiment de découverte qu'il avait quand il partait explorer Sonobe, le plaisir de l'égarement dans les explorations et ce qu'il appelle le jardin miniature. C'est aussi pour ça que le nom du personnage est Link, le lien en français. Parce que pour Miyamoto, c'est pas Link le héros du jeu, c'est le joueur lui-même. Pour ceux qui n'auraient jamais joué à The Legend of Zelda, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le jeu ne vous tient pas par la main pour vous diriger vers votre objectif à atteindre, et ça c'est une idée chère à Miyamoto pour son jeu. Faire un jeu qui se contente d'avoir un but à atteindre, ça ne sera probablement pas très intéressant. Ce qu'il veut, c'est un jeu où l'utilisateur devrait trouver de lui-même le but à atteindre. Le joueur n'aura donc pas d'indice, une carte vierge, et les donjons n'auront pas d'ordre. Et l'idée de ne pas prendre le joueur par la main, il ne la lâchera pas, même devant Hiroshi Yamauchi. On ne va pas vendre un jeu dans lequel le joueur ne sait pas où se situe son objectif. Ce à quoi Miyamoto répondra, le découvrir par soi-même, c'est ça qui sera amusant. Et tout au long du développement, Miyamoto n'aura qu'une idée en tête, faire que le joueur ait cette envie d'exploration. Les joueurs doivent se dire, il n'y a probablement rien là-bas, mais sait-on jamais. Il aura alors assez de curiosité pour visiter cet endroit, quand il découvrira quelque chose à quoi il ne s'attendait pas, il ressentira un sentiment d'accomplissement, c'est une grande satisfaction. 13 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour que Adventure Title soit achevé, c'est en janvier 1986 que la version finale du jeu est rendue, et si je ne le nomme pas encore The Legend of Zelda, c'est que début 1986, le jeu n'a pas encore trouvé son nom. À l'origine, je voulais qu'il s'appelle The Legend of quelque chose, expliquera Miyamoto. Mais je ne savais pas quoi mettre à la place de ce quelque chose. Et c'est finalement lorsqu'un attaché de presse proposera à Miyamoto l'écriture d'un livre d'illustration pour présenter en détail l'univers d'Hyrule et aussi présenter la princesse à sauver, que l'attaché de presse lui montrera une photo de Zelda Fitzgerald. Miyamoto trouva à ce moment-là le prénom de la princesse devenue emblématique. Ce projet de livre ne m'intéressait pas du tout, mais j'adorais le prénom Zelda, donc je lui ai demandé si on pouvait juste prendre le prénom, il m'a dit oui, et ainsi, The Legend of Zelda était né. Le jeu sortira en février 1986 accompagnant la sortie du Disk System et connaîtra le succès que vous lui connaissez, je pense que j'ai pas besoin de revenir là-dessus. On retrouvera également Miyamoto sur les jeux Ice Climber et Kid Icarus, et bien évidemment ces deux succès auront le droit à des suites avec Miyamoto comme producteur. Tout d'abord Mario, avec Super Mario Bros 2 sorti uniquement au Japon le 3 juin 1986 car jugé trop difficile par Nintendo of America. Miyamoto ayant délégué le développement de celui-ci à Tezuka, le jeu reprend en majeure partie la recette du premier mais la difficulté a été revue à la hausse. Tezuka estimait que les fans du premier Mario voudraient une aventure plus difficile. Il faudra attendre octobre 1988 pour voir un Super Mario Bros 2 aux États-Unis, qui ne sera pas le Super Mario Bros 2 du Japon, mais en réalité, Nintendo a pris le jeu Doki Doki Panic et l'a converti dans l'univers Mario. A noter que dans l'équipe on retrouve un certain Hideki Kono, futur créateur de la licence Mario Kart. Pour ce qui est de la suite de Zelda, c'est en janvier 1987 qu'elle débarquera. Son nom sera Zelda 2 The Adventure of Link. Elle apportera son lot de changements comme une vue à la Mario, des combats stratégiques ou encore des points d'expérience, mais cela ne l'empêchera pas de recevoir de très bonnes critiques.
c'est Super Mario Bros 3 qui suivra en octobre 1988. Sur cet opus, on retrouvera d'ailleurs Katsuya Eguchi, futur papa de la licence Animal Crossing. Mais outre les jeux, Miyamoto va une nouvelle fois travailler sur une console de jeu, et cette console ce sera la Super Famicom, ou comme chez nous, la Super Nintendo. Il sera chargé de la conception de la manette, et il aura la magnifique idée d'y implanter les gâchettes L et R si courantes de nos jours. Il sera également en charge de créer des suites à ces licences, mais également de nouvelles. Ce sera tout d'abord Super Mario World, sorti le 21 novembre 1990 sur le sol japonais. Pour cet opus, Miyamoto et son équipe vont introduire un compagnon pour Mario qui sera Yoshi, né de l'idée de Miyamoto, mais sous le coup de crayon de Shigefumi Ino. Le jeu profite de la puissance de la Super Nintendo pour proposer des graphismes plus détaillés et un monde plus vaste. Le jeu connaîtra un immense succès à sa sortie, devenant un classique du jeu vidéo. À la même date, une nouvelle licence verra le jour sous le nom F-Zero. Miyamoto et son équipe nous proposeront sous ce nom un jeu de course futuriste qui connaîtra lui aussi un grand succès, en partie grâce à l'utilisation du mode 7. C'est une technique qui permet à l'arrière-plan d'être pivoté, donnant l'impression de 3D. On notera également l'excellente bande-son créée par Yumiko Kanki et Naoto Ishida. Zelda aura bien évidemment droit à son opus sur Super NES, The Legend of Zelda A Link to the Past, sorti le 21 novembre 1991. Pour cet opus, l'équipe de développement souhaitait retourner aux sources en mettant l'accent sur l'exploration. Résolution de puzzles et combats seront bien sûr présents. La Master Sword fera son apparition, graphisme amélioré, monde plus vaste, le jeu qui était au départ prévu pour la NES profite des nouvelles capacités de la Super Nintendo pour améliorer son univers et le monde à explorer devient plus vaste. Le jeu sera acclamé par la critique au moment de sa sortie. Miyamoto participera à la création de la saga Mario Kart. En 1992 sort Super Mario Kart. Reprenant le mode 7 vu dans F-Zero, les éléments vus dans les séries Mario deviennent des armes pour tenter de gagner la course. A noter que le Donkey Kong original de Nintendo fera son retour dans cet opus avant de changer de design plus tard. Miyamoto dira de son rôle de producteur: mon rôle de producteur a été assez reposant dans la mesure où je ne me suis pas impliqué dans la direction. Elle a été gérée par une équipe de 2 réalisateurs avec Sugiyama et Kono. En fait, je ne sais pas si l'on peut dire que j'ai participé à ce développement, c'est plutôt comme si je l'avais observé. Dernier jeu dont j'ai envie de vous parler, Star Fox ou Star Wing, sorti sur le sol japonais le 21 février 1993. Pour cet opus, l'équipe de Miyamoto a dû utiliser la puissance de la puce Super FX pour créer des effets de perspective 3D. Star Fox est d'ailleurs le premier jeu à en profiter. Star Fox vous place aux commandes d'un vaisseau spatial piloté par Fox. Lui et son équipe sont chargés de libérer le système Lylat de l'empereur Andros. C'est Miyamoto qui sera derrière le scénario que j'ai résumé au plus simple comme vous vous en doutez, et le jeu sera lui aussi un énorme succès. D'ailleurs à cette époque j'ai du mal à trouver un jeu qui n'ait pas connu de succès quand Miyamoto était derrière, si bien que certains connaîtront une suite comme Super Mario World avec Super Mario World 2 Yoshi's Island. On peut noter aussi le bon Super Mario RPG où Miyamoto a dirigé une équipe de développement de Square, et Miyamoto s'est aussi délégué d'ailleurs, laissant à Rareware le développement d'un jeu basé sur l'un de ses premiers personnages, Donkey Kong, avec l'excellent Donkey Kong Country, et ses collègues de Nintendo se chargeront de sortir des jeux Mario sur Game Boy. Il sera également le producteur de Pokémon Rouge et Bleu développé par Game Freak. Et après les succès de ces jeux sur la Super Nintendo, Miyamoto participera à la conception de la manette de la Nintendo 64 et utilisera le travail fait sur Star Wing pour proposer 2 excellents jeux. Le premier sera l'énormissime Super Mario 64 qui révolutionnera le jeu en 3D, sorti en 1996. On y découvre un Mario en 3D chargé de sauver une nouvelle fois la princesse Peach. Miyamoto supervisera tout le projet de façon très impliquée comme il sait le faire. Pendant le développement de Mario 64, un jeu Zelda a été développé en parallèle, mais ne sortira qu'en novembre 1998 sous le nom The Legend of Zelda Ocarina of Time, considéré par certains comme le meilleur opus de la saga. L'atmosphère, la musique, l'aventure épique et la liberté de courir avec Epona dans les plaines d'Hyrule, et encore plein d'autres qualités qui font que vous deviez absolument avoir une Nintendo 64 à l'époque, ou même encore au jour d'aujourd'hui. Dans l'ombre de ces 2 titres, n'oublions pas Star Fox 64 ou Lylat Wars en Europe, produit une nouvelle fois par Miyamoto, tout comme Mario Kart 64 qui améliorera le concept d'origine en y intégrant un mode multijoueur jusqu'à 4 joueurs et le mode Battle. Il produira également Pokémon Snap, Paper Mario et supervisera Mario Party, et laissera une équipe développer l'autre jeu Zelda de la Nintendo 64, Zelda Majora's Mask.
Si la Nintendo 64 a connu de très bons jeux, ses ventes ne seront pas au niveau de la PlayStation, alors pour rectifier cet échec, Nintendo va préparer le projet Dolphin, et Miyamoto se chargera de la conception de la manette. Comme vous le savez, le projet Dolphin est devenu la GameCube, et sa manette est pour moi la meilleure manette que j'ai jamais eue. Et pour la sortie de la console, Miyamoto produira l'excellent Luigi's Mansion, Mario laissant la vedette à son grand frère dans un style totalement différent. Si le jeu est salué par la critique sur sa conception, la durée de vie, elle, pose problème car jugée trop courte. Shigeru Miyamoto proposera une nouvelle licence sur la GameCube avec Pikmin en octobre 2001. Petite créature qui se retrouve à votre service, idée qu'il a eue en voyant des fourmis transporter des feuilles. Lui aussi recevra de bonnes critiques mais sera encore une fois jugé trop court. Après ces deux jeux, c'est bien évidemment Mario qui aura le droit à son opus. Après le château de la princesse Peach, c'est pendant ses vacances qu'on va retrouver notre plombier préféré. Dans Super Mario Sunshine, sorti en juillet 2002, l'équipe confiera avoir eu tout de suite de nombreuses idées pour cette suite de Super Mario 64, produit, comme vous en doutez, par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Il produira ensuite The Legend of Zelda Wind Waker en 2002, qui aura fait beaucoup parler de lui, car oui, au moment de la présentation de la GameCube, une petite vidéo montrait un Link réaliste, combattant Ganon. Elle avait provoqué l'engouement dans la salle et les joueurs étaient impatients de découvrir l'opus Zelda pour la GameCube. Mais Wind Waker, lui, était totalement réalisé en cel shading, lui donnant un petit côté cartoon. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce jeu, alors on va faire simple, critiquer avant sa sortie, une fois en main, tout le monde ne fait que de bonnes critiques sur le jeu. Encore aujourd'hui, le jeu est très apprécié des fans de la saga. C'est durant cette même année 2002 que Hiroshi Yamauchi laissera sa place de président à Satoru Iwata. Miyamoto fera le show lors de l'E3 2004 pour la présentation de The Legend of Zelda Twilight Princess qui sortira finalement en 2006 sur GameCube et Wii. À l'E3 2006 d'ailleurs, quelques mois avant donc, Miyamoto avait présenté la télécommande Wii, le contrôleur de la Wii, parce qu'on ne peut pas appeler ça une manette, et présente donc la nouvelle vision du jeu vidéo de Nintendo qui ne souhaite pas faire la course au graphisme et à la puissance comme ses concurrents, se concentrant plus sur une nouvelle façon de jouer. C'est la même année qu'il recevra l'insigne de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, une décoration française récompensant les personnes qui se sont distinguées par leur création. Au moment du virage pris par Nintendo, Miyamoto lui laissera ses équipes développer de nouveaux jeux pour ses licences, se retrouvant dans la plupart des cas producteur. Il préférera lui se concentrer sur le développement du nouveau Mario pour la Wii, qui sortira le 1er novembre 2007 sous le nom Super Mario Galaxy. Dans cet opus, Mario arpentera toute la surface des planètes qu'il visitera, et la Wiimote sera mise en avant, permettant à Mario d'effectuer une attaque tournoyante. Alors je vais pas vous citer tous les jeux sur lesquels Miyamoto a travaillé de près ou de loin, mais je me dois de parler d'un jeu qui lui tenait à cœur, qui a pourtant fait un bide, oui, musique. À l'heure où les jeux de rythme sont synonymes de Guitar Hero ou encore Rock Band, Miyamoto, encore une fois, aura sa vision de ce que doit être un jeu de rythme. En effet, si pour lui, les autres sont de simples jeux demandant de reproduire des partitions et ne laissant que peu de place à la créativité des joueurs, lui le mettra en avant sur son Wii Music en 2008. Mais la qualité des pistes sera jugée mauvaise, les sons seront en majeure partie des sons libres de droit peu variés, et la jouabilité un peu hasardeuse ne séduira pas les joueurs. Après ça, Miyamoto sera le producteur de nombreux titres sur la Wii et sa petite sœur la Wii U, et à la suite du décès de Satoru Iwata en 2017, il prendra la place de coprésident en binôme avec Genyo Takeda, le temps que Nintendo nomme un nouveau président. Les apparitions de Miyamoto se feront de plus en plus rares. La plus notable dernièrement sera lors de la présentation du Super Nintendo World en décembre 2020, pour lequel il a beaucoup participé à la conception. Dans la vidéo, on le voit présenter le parc qui représente tout l'univers Mario. Un autre parc, Super Nintendo World, a ouvert en février 2023 à l'Universal Studios Hollywood. Il collabore également à la construction des prochains parcs Nintendo à Singapour et Orlando. Au moment où j'écris cette vidéo, sa dernière apparition est lors d'un Nintendo Direct pour nous annoncer le développement de Pikmin 4. Alors petite modification entre l'enregistrement et la fin du montage, Shigeru Miyamoto a refait une apparition début septembre 2023 avec Charles Martinet qui nous annonçait sa retraite des voix de Mario et Luigi entre autres, Miyamoto le remerciant et nous racontant quelques anecdotes les concernant. Comment ne pas parler du film Super Mario Bros, dans lequel on retrouve Miyamoto à la production, qui se sera impliqué dans tous les aspects de la production. Inutile de vous dire que le film aura été un énorme succès. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez! Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue et elle pourrait durer encore fort longtemps, tellement il y aurait de bonnes choses à dire sur Miyamoto.
Je vous ai demandé sur Instagram ce que représentait pour vous Shigeru Miyamoto, et vous êtes assez unanime, hein, c'est une légende du jeu vidéo, si ce n'est la légende. Pour moi, c'est l'homme qui m'a fait connaître le jeu vidéo, sa vision et son travail resteront dans les mémoires pendant de longues années. Alors je sais jamais comment conclure mes vidéos, hein, sur un grand homme comme Shigeru Miyamoto, c'est encore plus dur. Alors je vais vous laisser me dire en commentaire votre jeu préféré de Miyamoto et votre personnage préféré de ses univers. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, partez pas sans lâcher votre pouce bleu et surtout partagez-la en masse. Elle m'a demandé beaucoup de temps d'écriture, alors j'espère vraiment que votre attente sera satisfaite. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.